Bonjour, 8e partie de l'étude du mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur terrestre. Nous allons nous intéresser ici à la détermination des composantes du vecteur position, nos deux dernières équations horaires. Alors allons-y. Alors on s'en souvient, le vecteur position, il part de l'origine et il va jusqu'à la position considérée. Par exemple, on considère ce vecteur position, OM. Et donc l'idée, ça va être de déterminer les composantes ou les coordonnées de ce vecteur position, donc coordonnées x et coordonnées y. Et bien sûr, ce sont des nombres qui vont varier au cours du temps, puisque notre balle de golf va se déplacer. Alors pour y parvenir, on va utiliser à peu près la même méthode que celle qu'on a appliquée pour déterminer les composantes du vecteur vitesse. Et cela signifie qu'il faut d'abord qu'on rappelle le lien entre le vecteur position et le vecteur vitesse, le lien mathématique. Donc on sait que par définition, le vecteur vitesse est rigoureusement égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur position. C'est la définition officielle du vecteur vitesse. Cela signifie que si le vecteur position varie, change, puisque c'est la dérivée, c'est le sens profond de la dérivée, hein, on travaille sur une variation d'une quantité, ici une variation d'un vecteur, et bien si le vecteur position varie, ça va induire l'existence d'un vecteur vitesse, et donc ça va induire le déplacement du système. La conséquence, c'est que si l'on veut passer du vecteur position au vecteur vitesse, l'opération mathématique à réaliser, c'est une dérivation, donc il faut calculer la dérivée. Notre problème, c'est que nous, on veut faire l'inverse, c'est-à-dire que connaissant les composantes du vecteur vitesse, on veut déterminer les composantes du vecteur position. Donc c'est le chemin inverse qu'il faut emprunter. Et le chemin inverse, on a dit que le calcul s'appelait une intégration, ce qui revient à déterminer une fonction primitive. Donc le principe, cela va être d'écrire ici une fonction qui, lorsqu'on la dérive, va donner V0 fois cosinus alpha. Donc la solution, eh bien, c'est que cette fonction a pour expression V0 cosinus alpha fois t, puisque la dérivée de t, ça va donner 1. Donc si la dérivée de t, ça donne 1, on va bien se retrouver avec V0 cosinus alpha. Mais encore une fois, on travaille à une constante près. Donc ici, ça va être la constante k indice 3, constante d'intégration, puisque effectivement, la dérivée d'une somme, c'est égal à la somme des dérivées. Donc si je dérive V0 cosinus alpha t, j'obtiens V0 cos alpha. Et si je dérive K3, j'obtiens 0. Donc cela fonctionne aussi. On se retrouve donc avec une constante d'intégration. Pour la composante verticale de notre vecteur position, cela semble un petit peu plus compliqué. Et on va se proposer de revenir à des notations typiques d'un cours de mathématiques. Et donc en mathématiques, la variable, c'est pas le temps, hein, c'est souvent x, et puis moins g qui est situé devant, je vais le remplacer par petit a, une constante, et v0 sinus alpha, je vais considérer que c'est égal à une autre constante petit b. Donc, oui, c'est une fonction affine, on l'a dit, pour notre composante verticale de notre vecteur vitesse. Et donc il faut que je trouve une fonction qui, lorsque je la dérive, donne ax plus b. Eh bien, un premier élément, c'est que dans cette fonction, il doit y avoir x carré. Pourquoi ? Parce que quand je dérive x carré, ça donne 2x. Et donc on voit bien qu'on passe de x carré à x. Nous, c'est bien notre objectif d'obtenir x. Le problème, c'est qu'on a un facteur 2 qui est apparu devant. Et pour le faire disparaître, ce que l'on va faire, c'est qu'on va multiplier x carré par 1/2. Donc dérivée de x carré, ça fait 2x, mais vu qu'il y a le facteur 1/2 devant, ça devient x tout court, et c'est bien ce que l'on cherche à obtenir. Ensuite, on a notre constante b, et donc la solution, c'est d'écrire b fois x, puisque la dérivée de x, ça fait 1, et de fait, on obtiendra bien b.
Attention également, c'est une primitive, donc elle va être déterminée à une constante près que je vais appeler k indice 4. La dérivée de cette constante d'intégration donnera 0, donc elle est présente dans notre fonction primitive. Donc si je reviens à des notations qui correspondent à notre problème de physique, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien on va obtenir moins 1 demi de gt carré. La dérivée de t carré, ça donne 2t, les chiffres 2 vont se simplifier, il restera juste moins gt, plus, donc petit b c'est v0 sinus alpha, multiplié par t, plus notre constante d'intégration k indice 4. Et voilà l'expression de la composante verticale de notre vecteur position. Alors, même problème que dans la partie précédente, on s'aperçoit que les expressions de ces composantes font apparaître donc les constantes d'intégration k indice 3, k indice 4, qui sont encore une fois des nombres mathématiques, fruits du calcul de la primitive, mais qui n'ont pour le moment aucun sens physique. Donc nous allons devoir déterminer à quoi correspondent concrètement ces deux constantes k indice 3, k indice 4, et nous allons là aussi utiliser les conditions initiales, ce qui se passe à l'instant t égale 0. Mais cette fois-ci, c'est le vecteur position qui nous intéresse. Donc c'est le vecteur position à l'instant initial qui va nous permettre de nous en sortir. Alors on s'en souvient dans notre exemple, et je dis bien dans notre exemple, puisque ce sont des choses qui peuvent changer d'une situation à l'autre, notre vecteur position initial a des composantes qui sont nulles, des coordonnées qui sont nulles. C'est normal, puisqu'à l'instant t égale 0, la balle se situait au niveau de l'origine de notre repère. On va donc se servir de ces conditions initiales pour déterminer une expression ou une valeur de k indice 3 et de k indice 4. Alors comment on s'y prend? Eh bien, on a donc nos deux composantes qui sont écrites ici, qu'on a déterminées par intégration. Eh bien, on va appliquer ces deux relations à l'instant t égale 0. Donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser ces composantes pour avoir les expressions des coordonnées du vecteur OM0. Alors qu'est-ce qu'il faut que je change? Donc ça ne sera pas x mais x0, y mais y0, mais surtout c'est à l'instant initial, donc ça signifie que notre temps t est égal à 0, donc je vais l'effacer ici, je vais remplacer la valeur par 0, et puis je vais faire la même chose dans la deuxième équation, donc chaque fois que je vois le temps, je le remplace par 0, ici, et enfin ici, et on regarde ce qu'il nous reste. On s'aperçoit que pour x0, il reste simplement k indice 3, et pour y0, il reste simplement k indice 4. La conclusion, quelle est-elle? On voit finalement que x0 est égal à k indice 3, et que y0 est égal à k indice 4. Mais x0 et y0, on connaît leur valeur. C'est pour ça qu'on a précisé les conditions initiales au niveau de notre position. Ces deux valeurs sont nulles. On conclut en écrivant que dans notre situation, k3 est égal à 0 et k indice 4 est égal à 0. Également, nous avons déterminé nos constantes d'intégration. Donc parenthèse rapide, si notre balle de golf avait été tirée depuis un monticule d'une hauteur h, ça signifierait que y0 est égal à plus h, et de ce fait, on se retrouverait avec k indice 4 qui est égal à plus h. Donc méfiance, si on modifie les conditions initiales, ça va modifier les expressions de nos équations horaires. Et voilà, nous avons donc nos deux dernières équations horaires, celles qui correspondent au vecteur position. Je les écris ici, juste en dessous des expressions des composantes du vecteur vitesse et du vecteur accélération. Donc on a d'une part la position horizontale de la balle qui va être égale à plus V0 fois cosinus alpha fois t,
et la position verticale, c'est-à-dire l'altitude de notre balle, qui va varier au cours du temps selon cette expression, moins 1/2 de g fois t au carré plus v0 sinus alpha fois t. On peut utiliser les valeurs numériques des parties précédentes. Donc V0 cos alpha t, ça veut dire que x est égal à 74 multiplié par t. Donc si t est exprimé en secondes, ce qui est nécessaire ici, on obtiendra x en mètres. Et puis de la même manière, pour y, on obtient moins 4,9 fois t carré plus 14,3 fois t. Donc voici nos deux dernières équations horaires que l'on va numéroter. Équation 5 et équation 6. Et voilà, nous avons nos 6 équations horaires. Avec ces équations, on peut prédire le mouvement de la balle à n'importe quel instant. Par exemple, si on se place à l'instant t égale 1 seconde, eh bien ça signifie que dans chacune de ces équations, on va remplacer la variable temps par 1. Donc l'accélération, cela ne change rien. On sait que cette accélération, elle est constante tout au long du mouvement. Donc les composantes du vecteur accélération, c'est 0 et moins 9,8 mètres par seconde au carré. La vitesse horizontale, elle est constante. On a expliqué que le long de l'axe horizontal, le mouvement de l'ombre de la balle, en quelque sorte, était un mouvement rectiligne uniforme. Par contre, vous voyez, on peut calculer la vitesse verticale de la balle. Il suffit de remplacer ici, dans cette formule, t par 1. Et à ce moment-là, on trouve une vitesse verticale qui est égale à 4,5 mètres par seconde. C'est un nombre positif, ce qui signifie que la balle est toujours dans sa phase ascendante. Quand Vy va devenir négatif, la balle sera en train de descendre. Pour la position, même principe, donc on a 74 ici fois 1, ça veut dire que la position horizontale de la balle, ou de l'ombre de la balle, sera égale à 74 mètres. Et puis enfin, l'altitude de la balle, on remplace donc par 1 chaque fois qu'on voit le temps t, et si on fait le calcul, on s'aperçoit que l'altitude de la balle sera alors égale à 9,4 mètres. Mission accomplie, il ne nous reste plus qu'à nous retrouver dans une dernière partie pour exploiter ces équations horaires dans quelques situations pertinentes. À très bientôt.